Bonjour tout le monde. Donc, je voudrais axer mon intervention sur les NDC qui sont, à mon sens, révélateurs de la culture politique d'un pays. Donc, je voudrais parler des perspectives de développement qu'offrent les NDC. Les NDC, c'est Intended Nationally Determined Contributions, c'est contributions prévues, déterminées au niveau national. Donc, comme je le dis, je pars ici de l'idée que les NDC sont un révélateur de l'identité des pays, de leur culture politique et de leur gouvernance. Pour illustrer ces propos, je voudrais zoomer sur les contributions de 3 pays, le Brésil, l'Inde et le Maroc, pour examiner les opportunités, les limites ainsi que les défis de cet exercice. À mon sens, les NDC constituent une rupture dans la gouvernance du climat et sont source d'espoir, à la fois en termes de développement des pays qu'en termes de lutte contre le changement climatique. Pour bien mesurer cette rupture, je partirai du cadrage initial historique de la question climatique, de l'explosion, entre guillemets, de ce cadrage à Copenhague et sa traduction dans l'accord de Paris. Donc, on parlait des problèmes climatiques comme un problème d'environnement. Regardez comment on réduisait le spectre. On cherchait une solution globale pour un problème global. On était dans une optique, toute atténuation des flux de mesure de tonnes de CO2, une nouvelle métrique, une marchandise, un problème de pollution, une externalité économique, et surtout, on croyait à l'autorégulation des marchés. Les mécanismes de marché permettent d'atteindre les objectifs de réduction à moindre coût pour un système cap and trade des droits d'émission. Donc on parlait de partager le fardeau entre les nations des droits d'émission, le marché international de quotas, mais cette démarche n'a pas été un grand succès pour plusieurs raisons. On ne s'interrogeait pas sur les particularismes nationaux. On ne s'interrogeait pas sur les causes des émissions, le mode de croissance fondé sur les énergies fossiles, la production des gaz. On ne s'interrogeait pas non plus sur les modes de consommation. On ne posait pas la question des émissions individuelles. 1% des riches américains, luxembourgeois, singapouriens et saoudiens ont des émissions de plus de 200 tonnes de CO2, alors que le GIEC recommande, pour garder la limite des 2 degrés, 5 tonnes de CO2, recommandé en 2013. On ignorait la géopolitique et le commerce international. Si on prenait en compte le contenu du carbone des flux d'importation et d'exportation entre les différentes régions du monde, les émissions européennes augmenteraient de 40%, alors que les émissions chinoises baisseraient de 25%. Il me semble donc qu'il est plus justifié d'examiner les émissions en fonction des pays de consommation finale, non de production, puisqu'on ne produit pas s'il n'y a pas de consommation. On ne produit pas s'il n'y a pas de consommateur, pardon. On ignorait les expériences culturelles face au changement climatique. Je cite quelques exemples pour les gens qui connaissent un peu l'histoire de cette région. En 1995, il y avait une grande inondation dans la vallée de l'Orica. Il y a eu beaucoup de morts. Aucun des gens qui habitent, les Berbères qui habitaient dans la région, ne faisait partie des victimes. Parce que ces gens-là savaient écouter la rivière. Tous les morts, tous les victimes, c'était les vacanciers, les gens de Marrakech qui passaient leur journée au bord du fleuve de l'Orica. Donc cette notion de l'expérience culturelle est fondamentale. Il y a eu un retard dans le débat public. Les discussions sur les politiques nationales, les initiatives locales ont été retardées. L'objectif carbone a été dépolitisé alors que le CO2 témoigne d'un dysfonctionnement de notre société.
On arrive à Bali en 2007, où le thème de l'adaptation est revenu en force. Son corollaire, c'est le retour aussi de l'importance de l'aide publique au développement, ou l'aide pour le développement. Copenhague, en une phrase. Le constat, c'était la CNUC ne peut pas dicter les politiques nationales. Donc on arrive à la COP21. Je partage l'analyse de mon collègue concernant le contenu de l'accord, mais ceci étant dit, je pense qu'il a marqué un nouveau cycle de négociations internationales sur le climat. Le changement climatique est devenu un objet hybride, un phénomène biophysique d'origine humaine qui fonde une gouvernance mondiale qui reste encore à inventer, évidemment, l'équivalent d'un comité exécutif de l'ONU qui manque malheureusement. Donc après 13 jours, dans le Bourget, je ne vais pas refaire ça, il y a eu l'accord de Paris. Cet accord se veut universel, ambitieux et contraignant, approuvé à l'unanimité par 196 parties. Ceci relégitime le cadre de négociation multilatérale des Nations Unies. Elle a permis, 1, de décloisonner la question climatique, de se rapprocher des objectifs de développement durable, d'impliquer les acteurs et territoires, et donc la reconnaissance du savoir-faire traditionnel, a mis l'adaptation sur le même point que l'atténuation et a insisté qu'il ne faut pas laisser le marché de redistribution des droits et des obligations. Et surtout, ce qui est fondamental, il a renationalisé les questions des solutions. Cette question, elle est fondamentale. Il appelle à une refonte de notre paradigme sur comment, au niveau local et régional, on s'attaque à des problèmes de changement climatique. Donc, ça m'amène au NDC, au sujet de mon intervention. Il vous reste 5 minutes pour le sujet de votre intervention. Ça m'inquiète un peu. C'est très court. Donc, c'était une pièce maîtresse de l'accord de Paris et qui est un tournant radical des négociations de la COP21. On est passé avec les NDC à un processus de partage de fardeau, répartir les obligations de réduction des émissions entre États, approche top-down, à la solution de la question climatique et à une approche top-bottom au niveau national, où le niveau national est déterminant. Je vais essayer d'aller vite. Ces contributions sont fondées sur 3 principes. La différenciation, je ne développe pas, l'ambition et la transparence. Donc, name and shame, cela devrait garantir l'efficacité de l'accord et renforcer la confiance entre les parties. La contribution est relativement libre dans sa forme, ce qui permet à chaque pays de présenter sa stratégie dans un court document. 3 pages pour la Russie, 5 pages pour les États-Unis, 10 pages pour l'Europe, 38 pages pour 5 pages pour les États-Unis et l'Europe, 10 pages pour le Brésil, 38 pages pour l'Inde. On peut en effet décrypter dans ces textes les personnalités des pays en élisant leur situation économique, leur marge de manœuvre en termes de potentiel énergétique et technologique, d'infrastructures, de dynamique géographique et démographique, d'enjeux territoriaux, etc., etc. Et comment anticiper l'adhésion de leur société aux transformations attendues. Rien que pour la mise en scène, le Brésil a choisi, pour donner plus d'audience à son EDC, de l'annoncer par la voix de Dilma Rousseff à New York le 27 septembre 2015, à l'occasion de la conférence des Nations Unies. L'Inde a choisi la date de 2 octobre, fête nationale de l'anniversaire de naissance de Mahatma Gandhi. Le Maroc a organisé une conférence nationale présidée par le chef de gouvernement en y invitant l'ensemble des parties prenantes de la société marocaine le 2 juin 2015. Le Brésil ne pouvait pas, comme le fait l'Inde, dont la contribution porte en exergue une citation d'Evidas et ainsi sur le caractère harmonieux de ses relations traditionnelles avec la nature, à grande force des citations de Gandhi et de référents de yoga, célébrer ses vertus écologiques. Le Brésil, pays de colonisation récente, dans la marche vers l'ouest, s'est effectué contre la forêt et la population indigène. Il était difficile pour le Brésil de disserter sur la mère nature. Le Maroc invite
évoque les perspectives du droit de la personne et le genre, vise la protection de son patrimoine immatériel et la conservation des bonnes pratiques ancestrales, affirme sa vision de préserver son territoire et sa civilisation. Le Maroc souhaite préserver cette approche, promouvoir cette approche particulièrement en direction de l'Afrique. Je vais aller vite sur les points qui me semblent importants. Essayons maintenant d'examiner très très vite les engagements des 3 pays. Le Brésil, 2,48% des émissions mondiales, et se propose une réduction de 43% à l'horizon 2020. C'est énorme, mais quand on gratte un peu, quand on regarde, au fait, le Brésil a fait le choix le plus simple, le plus spectaculaire et le plus socialement acceptable, qui est la lutte contre la déforestation. Ils ont réussi à réduire les surfaces de déforestation depuis 2004 d'à peu près, ils sont passés au fait de 4500 km² ils sont passés de 19 000 km² à 4500 km² en 2012. Donc, on peut dire que les Brésiliens, ils ont mangé leur pain blanc. Maintenant, pour arriver aux objectifs des objectifs 2030, il faut qu'ils s'attaquent aux vrais problèmes qui sont les problèmes de remise en état de leur infrastructure, les problèmes de l'énergie, les problèmes de l'habitat et du bâtiment, et les problèmes d'agriculture. L'Inde, il part de loin. Il a un objectif de réduire de 33 à 35% l'intensité énergétique, son intensité énergétique. Donc c'est une émission par tête d'habitant pour un point du produit intérieur brut. Ils vont passer de 1,5 tonnes de CO2 à 6,2 tonnes de CO2 en 2030. Le coût de programme, 2,5 trillions de dollars. Et le Brésil a été très clair dans les négociations internationales. S'il n'a pas cette aide internationale, ça serait un vacant dream, ce serait un rêve qui ne se réalise pas. Le Brésil, comme le Mexique, comme l'Inde, sont des pays où il y a une dissymétrie territoriale. C'est une société à 2 vitesses. Pour l'Inde, il y a 300 millions de pauvres. Le Maroc a des ambitions de réduire de 32% ses gaz à effet de serre en 2030 par rapport à un scénario business as usual. Qu'est-ce que ça veut dire business as usual? On peut tout lui faire faire, selon les projections. Mais par contre, il demande le coût de cet effort, c'est 45 milliards de dollars. Il demande une aide de 35 milliards de dollars, sinon il va rester à 13%. Pour résumer les 3 pays, le Brésil se focalise sur ce qu'on appelle Climate Smart Agriculture, l'Inde sur Climate Smart City, le Maroc sur la gestion de l'eau, valorisation des savoir-faire ancestraux et diversification énergétique avec le programme Nour. Pour ces 3 pays, on assiste donc à une approche décarbonisation et non pas à une transition énergétique. Pas de remise en cause de mode de production et de consommation, maintien d'un développement inégal à 2 vitesses. Si le Brésil ne demande pas d'aide pour ses engagements, ce qu'on appelle pas dependency, l'Inde et le Maroc sont condamnés à innover, mais il n'y aura pas d'innovation sans recherche de qualité. Il n'y aura pas de recherche de qualité sans formation de qualité. Je ne crois pas à la notion plug and play, l'importation des technologies plug and play, surtout quand il s'agit d'enjeux de société. Pour terminer, quelques réflexions. On est passé donc au partage de fardeau à ce que Amy a nommé l'addition d'égoïsmes nationaux.
Mais il me semble à ce stade qu'il est malvenu de critiquer l'hétérogénéité, la vraisemblance et le flot des objectifs de ces contributions, leur manque de référence à l'objectif de 2 degrés. Mais ce qui fait dire à l'accord de Paris qu'il était universel et contraignant, ambitieux, ce ne sont pas les objectifs chiffrés, mais l'acceptation du processus dynamique de révision des engagements, afin d'augmenter l'ambition des actions nationales, de développer la coopération pour atteindre les objectifs de limitation du réchauffement. On passe des obligations chiffrées à la nécessité de respecter la procédure. Il y a un accord sur les procédures de révision, non sur les objectifs. Il y a obligation de moyens, pas de résultats. Je conclus. Les NDC représentent pour de nombreux pays, et en particulier les pays en développement, un réel effort d'analyse, un bilan en termes d'émissions et de capacité d'atténuation d'adaptation. Une prise de conscience sur la nécessité d'une stratégie à long terme intégrant atténuation et adaptation. Les actions d'atténuation sont plus techniques, sont présentées au même niveau que celles de l'adaptation locale et plus sociale. Cependant, les contributions de plusieurs pays africains ont été rédigées par des consultants, l'AFD, la GIZ, le CRDI, la Banque mondiale et autres. Une question fondamentale, c'est la question de l'appropriation de cette démarche, de cet exercice par les acteurs de la société. Sans cette appropriation, la renationalisation de la question de solution se trouverait en difficulté. Je profite donc de cette tribune pour lancer un appel à la mise en place d'un véritable plan Marshall pour soutenir la recherche, l'innovation et la formation initiale et continue pour l'Afrique. Merci beaucoup.